Bonjour à tous et bienvenue à cet audio dédié aux 5 blessures et celui-ci va aborder la première des 5 qui est la blessure de rejet. Avant toute chose, je vous encourage vivement à écouter en préambule la vidéo de préambule, enfin l'audio, le podcast de préambule des 5 blessures parce qu'il est un élément indispensable de compréhension de la thématique des 5 blessures. Sans ça, on va avoir du mal vraiment à comprendre l'importance de ces blessures dans cet audio. Je me focalise vraiment sur le détail de la blessure du rejet. Alors Lise Bourbeau, c'est une autrice québécoise qui a écrit pas mal de bouquins de développement personnel qui sont devenus aujourd'hui des best-sellers. Si vous ne connaissez pas les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui détaille vraiment le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, je vous recommande vivement de vous le procurer et surtout de le garder bien précautionneusement dans votre bibliothèque. Parce que c'est un livre qu'on va lire, relire et encore relire, parce qu'à chaque relecture, nous allons descendre un peu plus profondément dans des couches qui vont nous permettre de mettre en lumière d'autres blessures qui étaient cachées par des premières qui sont plus à vif ou plus à même d'être travaillées en priorité. Donc Lise Bourbeau, c'est une précurseur, une pionnière en la matière. Elle a vraiment fait un gros travail de mise en lumière et ses bouquins ont la particularité d'être particulièrement accessibles à tout un chacun. C'est des vraies petites pépites à lire et si vous ne connaissez pas, allez-y. Et si vous l'avez chez vous et que vous l'avez lu il y a bien longtemps, relisez-le parce que vous allez voir que vous allez découvrir des couches plus profondes. D'année en année, on va mettre en lumière des blessures qui étaient encore inaccessibles. Et chaque fois qu'on va relire le bouquin, on va mettre en lumière certains détails. Alors la blessure de rejet, c'est la première des 5 blessures. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui s'active le plus tôt. Elle s'active dès la naissance, ou on pourrait même aller jusqu'à dire qu'elle peut se réactiver. Moi, je vais utiliser ce terme-là, se réactiver, parce que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo de préambule, ces blessures ne sont qu'une réactivation de failles que nous avions déjà avant de nous incarner, et que nous avons l'opportunité ici de travailler beaucoup plus en profondeur. La blessure de rejet, elle va se réactiver peut-être déjà à la conception ou à la naissance. C'est une qui s'enclenche le plus tôt. Ça peut être cet exemple d'un bébé qui n'est pas désiré par ses parents. C'est un bébé surprise, c'est un bébé accident, c'est un bébé issu d'un viol, c'est un bébé qui est de sexe masculin alors qu'on désirait une fille, ou l'inverse bien évidemment. Donc ce bébé, ce fœtus, cette âme qui est déjà là, ressent tout ça. L'âme capte tout ce qu'il se passe dès le moment où elle est à l'intérieur du ventre de sa maman. Et une fois la naissance effectuée, le voile de l'oubli s'installe pour survivre, parce que ce que l'âme connecte en descendant sur terre, c'est du pur amour, pure lumière, pure conscience, et en atterrissant ici-bas, on se retrouve avec des humains qui sont vachement limités. Et on est tous limités. Et donc ce bébé, ce qu'il va faire, c'est mettre déjà ce voile de l'oubli. Oublier pourquoi il est là. Oublier son âme, sa connexion à la source, pour pouvoir avancer et survivre dans ce lieu qui est terriblement limité. Alors en résumé, elle se réveille, se réactive de la conception jusqu'à plus ou moins 1 an d'années de vie de l'enfant. C'est le fait de ne pas se sentir le droit d'exister, c'est le fait de se sentir rejeté, mis à l'écart, pas accueilli. Et elle se réveille avec le parent du même sexe. C'est-à-dire que pour les femmes, c'est avec la mère, pour les hommes, c'est avec le père, mais attention, ce n'est pas une loi à 100% vraie, dans le sens où il y a des configurations particulières où la maman peut être absente dès le départ, ou le papa peut être absent. Et en fonction des différentes blessures,
Même si le principe de base est une relation avec un parent en particulier, il y a des exceptions. Donc, par exemple, ici, la blessure de rejet est reliée aux parents du même sexe, mais dans certaines exceptions, on peut ressentir une blessure de rejet avec le parent du sexe opposé. Donc, ne la mettez pas forcément tout de suite de côté, parce que tout va dépendre en fait des conditions d'éducation, d'arrivée au monde et de la personne qui va surtout s'occuper prioritairement de l'enfant qui arrive. Le masque qui est utilisé pour protéger cette blessure du rejet, c'est le masque du fuyant. Je vais revenir en détail par rapport à tous ces éléments, mais le masque, c'est le masque de fuyant. Donc je vous rappelle, comme je l'ai mis dans la vidéo de préambule, le masque de fuyant, c'est le masque qu'utilise l'ego pour couvrir cette blessure et ne surtout pas la ressentir. La définition visuelle du corps est aussi un élément sur lequel je n'accorde pas énormément d'importance parce que si on se limite au descriptif physique, on peut bien souvent passer à côté de la blessure. Pourquoi ? Parce que comme ces masques et ces blessures se superposent, si vous vous arrêtez au descriptif physique, vous allez pouvoir vous dire « Oh ben moi je ne ressens pas du tout à ça, donc j'ai pas cette blessure-là ». Or les blessures sont enchevêtrées les unes sur les autres, et donc forcément la réaction physique du corps, comment le corps va se positionner par rapport à ça, peut être un mélange de tout ça. Et donc je prendrai ce descriptif physique en dernière position, parce que parfois il est vraiment évident, mais si on s'arrête à ça, on va se fermer à l'opportunité de mettre en lumière une blessure qui est vraiment très à vif. Alors, le vocabulaire qui est utilisé pour la blessure de rejet, je suis nulle, je ne suis rien, je n'existe pas. Je voudrais disparaître. C'est ce sentiment de ne pas avoir le droit d'exister. C'est très fort relié en astrologie à l'énergie de Saturne, cette légitimité, ce sens que de par ma naissance, de par l'aspect biologique de mon arrivée sur cette terre, quelles que soient les considérations pratiques ou le contexte dans lequel je suis arrivée, j'ai le droit d'être là. Ça, c'est une loi universelle. Cependant, tout ce que nous allons vivre émotionnellement à ce moment-là va faire en sorte qu'on ne se sente pas légitime. Le caractère qui est relié à la blessure de rejet, c'est quelqu'un qui peut être très détaché de l'aspect matériel des choses. Ça n'en vaut pas la peine, puisque je n'en vaux pas la peine. Ça peut être quelqu'un de très perfectionniste, puisqu'il faut atteindre une certaine forme d'épureté et de perfection pour être digne d'être là. Ça peut être quelqu'un de très intellectuel. Ça passe par des phases de grand amour à des phases de haine profonde. Ne pas croire à sa légitimité et au fait d'avoir le droit pur et simple d'exister, d'être là. On peut avoir des difficultés au niveau de la sexualité. Pourquoi ? Parce que la sexualité, c'est relié au deuxième chakra qui est notre énergie de vie. C'est là où démarre la Kundalini, c'est là où démarre cette force du feu du dragon intérieur. Donc si on ne se sent pas légitime, ce feu, il est presque éteint. Et il alimente notre sexualité, tout comme il alimente notre désir de vivre, d'être en vie. On se croit nul, on se croit sans valeur, on recherche la solitude parce que finalement la compagnie des autres ne nous fait penser qu'on est encore plus nul. On est effacé, on veut disparaître. C'est pour ça que c'est parfois des physiques, dans certains cas où ce physique prend bien la place, c'est des personnes qu'on ne voit pas. Vous êtes dans un groupe et c'est quelqu'un qui va être hyper discret, toujours au fond, qui parle bas, qui ne se manifeste pas, qui se cache toujours, et à la limite, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Il se fond dans le décor. C'est la capacité à se rendre invisible, fuir. Alors quand on médite, ce sont des personnes qui vont avoir toutes les difficultés à revenir ici présentement dans l'ancrage, parce qu'elles fuient leur corps, elles s'en vont, et ce qui va être connecté dans la méditation ou dans ces hautes vibrations va leur donner encore plus la confirmation que vraiment ici sur Terre, c'est pas Jojo, donc je reste là au-dessus. On se sent incompris,
Et on a de la difficulté à laisser vivre son enfant intérieur, puisque cet enfant intérieur, on a déjà la sensation qu'il n'a jamais eu le droit d'exister. La plus grande peur du masque du fuyant et de la blessure de rejet est la panique. L'alimentation qui est liée à une personne qui porte la blessure de rejet, c'est l'appétit coupé par les émotions ou par la peur. L'appétit, symboliquement, c'est relié à notre désir de vivre. J'ai bon appétit, j'ai envie de vivre. Généralement, quand on est malade et que l'appétit revient, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui fonctionne mieux au niveau de notre système intérieur physique. Avoir de l'appétit, c'est avoir envie de croquer la vie à pleines dents. Alors, on va manger des petites portions, surtout pas trop, hein. Et pour fuir ce sentiment d'inexistence, d'illégitimité, de non-droit à être là, toutes les dépendances dont j'ai parlé dans le premier podcast sur les préambules peuvent se manifester. La drogue, le sucre, l'alcool. Voilà, je fuis, je disparais à travers ça. Il y a un terrain propice à l'anorexie, parce que c'est vraiment je veux disparaître et ça peut être jusque physiquement. J'ai envie de disparaître. Donc je deviens tellement mince et tellement léger que je disparais. Les maladies possibles, alors là, encore attention aussi, c'est lié au physique et attention, ces blessures se superposent, donc ne pas faire de diagnostic directement sur une maladie possible. Mais c'est toutes les maladies de peau, la diarrhée, tout ce qui sort, on ne garde rien à l'intérieur, l'arythmie, le cancer, de problèmes respiratoires, des allergies, des vomissements, évanouissement, je disparais tout le temps, je suis plus connectée. Le coma, oui, c'est beaucoup plus facile d'être dans le coma, je suis pas là. L'hypoglycémie, le diabète, la dépression, les suicides, les psychoses, toutes ces maladies où on va surtout prendre une addiction aux médicaments, les antidépresseurs. Qu'est-ce que la dépression vient nous dire ? Je suis pas heureux. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend des antidépresseurs pour étouffer. C'est une solution qui peut être valable à court terme, mais à long terme, plus on va prendre des antidépresseurs, plus on va étouffer ce sentiment qui pourrait bien être une blessure de rejet réactivée dès notre conception. Je rappelle qu'une personne réactive sa propre blessure et plus elle est importante, plus la moindre petite remarque extérieure va venir enflammer cette blessure, mais que l'extérieur n'est que le détonateur. Même si je ne nie pas l'existence du bourreau, du manipulateur, du tortionnaire ou du simple parent incompétent, ce n'est pas nier leur existence, mais la blessure, elle nous est propre. Et donc c'est important chaque fois de repartir de soi. Parce que parfois, un enfant va sentir qu'il est mis de côté et le parent n'est pas forcément dans une mauvaise intention, mais il est lui-même englué dans un problème. Il n'a pas de temps à consacrer à son enfant parce qu'il est trop occupé dans son travail, dans ses tâches ou dans des soucis personnels et n'a pas le temps de se consacrer à son enfant. Et l'enfant se sent rejeté. C'est pas que le parent ne l'aime pas, c'est juste qu'il est tellement pris dans sa dynamique intérieure qu'il n'est plus connecté à son enfant. Et donc, cette blessure peut s'activer avec toute une série de réactions à des comportements extérieurs, mais le comportement en lui-même ne crée pas la blessure. C'est ça qu'il est important de comprendre, le comportement extérieur ne fait que la réactiver. La personne qui sent la blessure de rejet met le masque du fuyant parce qu'elle ne se sent pas le droit d'être là et donc elle va tout faire pour disparaître. C'est un mécanisme qui est bien entendu inconscient. Mais dans un groupe, observez dans votre travail, dans votre groupe d'amis, dans des collègues ou dans une assemblée, il y a souvent des personnes qui se mettent très fort en avant, c'est celle qu'on va le voir en premier. Mais il y a parfois des personnes qui vont vraiment se cacher à la dernière place, tout au fond. On n'entendra pas, elles ne vont pas se manifester, elles ne vont jamais faire de remarques. Elles se cachent, elles ont une petite voix fluette. C'est vraiment ce sentiment, j'ai pas le droit d'être là, donc je ne vais pas manifester encore en plus. C'est comme quelqu'un qui se replie sur lui-même, quoi.
Les épaules peuvent être tournées vers l'avant, comme si on voulait rentrer à l'intérieur de son corps pour disparaître. Il faut bien comprendre que la blessure, on fuit, mais on se fuit surtout soi-même. La blessure de rejet active le masque du fuyant, mais c'est se fuir soi. Et donc, on va vraiment chercher à ne pas être en connexion avec soi-même parce qu'on va estimer que on n'en vaut pas la peine. Une des mécaniques aussi, c'est de fuir tout ce qui est d'ordre matériel dans sa vie. Les objets, tout ce qui pourrait nous faire plaisir, parce que ça réactive évidemment le sentiment d'exister et d'être légitime. Et forcément, tout est en lien aussi avec cette énergie de sexualité, parce qu'on va être beaucoup plus connecté au chakra du haut pour fuir dans l'astral, pour fuir dans des échappatoires qui sont illusions. Et on va se détacher de nos chakras du bas, ceux qui nous connectent à la terre, au matériel, au concret, au physique et donc au corps. On ne va pas supporter de faire des soins du corps, des massages, tout ça, ça nous ramène à quelque chose de tangible. Et la sexualité, c'est le summum. Parce que beaucoup de personnes vont penser que la sexualité les fait éloigner de la spiritualité. Or, c'est exactement l'inverse. Une sexualité épanouie, connectée et sacrée, il y a une très grande connexion au spirituel à travers le corps. Lise Bourbeau donne une explication vraiment importante dans le sens du parent du même sexe et du parent du sexe opposé. Le parent du même sexe a pour rôle de nous apprendre à aimer, à nous aimer et à donner de l'amour. Et le parent du sexe opposé nous apprend à nous laisser aimer et à recevoir de l'amour. On est dans la réceptivité et on est dans l'expression vers l'extérieur. La solitude est un élément important de la blessure de rejet. On va chercher à rester seul parce qu'on ne se sent pas suffisamment à la hauteur que pour être en relation à quelqu'un d'autre. Et si en plus quelqu'un nous donne de l'attention, qu'est-ce qu'on va en faire de cette attention ? Puisqu'on a été conditionné à ne pas en avoir, ou en tout cas, c'est ce qu'on croit. C'est pas ce qui est vrai, mais c'est ce qu'on croit. Et ce qu'on croit est bien plus important que la vérité. Parce que c'est ça qui va finalement amplifier cette blessure. Mais c'est un cercle vicieux parce qu'il recherche la solitude, ne se sentant pas légitime d'avoir des amis et des personnes qui vont l'encourager à se sentir bien. Mais plus cette solitude va s'installer, plus ça va venir le confirmer qu'il a raison, il est rejeté. Et donc, c'est un engrenage infernal dans lequel on rentre. Une personne qui souffre de rejet va chercher, pratiquement durant toute sa vie, du moins durant toute l'existence de ce parent du même sexe, de l'attention. Parce qu'il aura capté dès la conception et dans les premiers mois de son existence une sensation de rejet. Et donc il va chercher continuellement à recevoir de l'attention, de la présence, de l'amour de ce parent du même sexe. Et tant qu'il n'aura pas ce mouvement de l'extérieur de ce parent du même sexe vers lui-même, il se sentira toujours rejeté. Et donc de là, il peut y avoir un mécanisme de rancune, de la colère et de la haine vis-à-vis de ce même parent, parce qu'on va lui reprocher de ne pas nous donner suffisamment de l'attention, mais en réalité, c'est nous que nous fouillons. C'est à nous qu'il faut donner de l'attention. C'est à nous-mêmes. On ne peut pas obliger une personne extérieure à se comporter de telle ou telle façon. Nos parents en priorité, puisqu'ils sont parfaitement imparfaits, et ils ont donné ce qu'eux-mêmes pouvaient donner en fonction de ce qu'ils avaient reçu. Et donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et vouloir attendre continuellement une attitude, un comportement, une parole, un geste de ce parent, on peut attendre jusqu'à ce qu'on soit entre quatre planches.
Parce que si ce parent n'est pas en mesure de nous le donner, on attendra toute notre vie. Et quoi ? On reste bloqué. Donc la seule chose, et j'en reviendrai toujours à ça, c'est de changer notre vision des choses. Accueillir que ce parent n'est pas en mesure de nous donner ce qu'on attendait et de guérir cette blessure d'attente. L'attente, c'est la pire chose, parce que ça bloque tout. Et plus la blessure est importante, et bien plus on va s'attirer des circonstances extérieures qui vont venir réaffirmer, remettre du feu sur cette blessure pour nous la faire sentir de plus en plus, mais non pas pour qu'elle nous fasse mal, mais pour qu'on enlève ce masque, pour qu'on regarde avec authenticité cette part de nous qui est blessée et qu'on entame la guérison de nous à nous. Personne d'autre ne le fera à notre place. Personne d'autre ne guérira votre blessure à votre place. Vous pouvez être entouré et accompagné de praticiens talentueux qui vont vous aider à accompagner ce processus. Mais celui qui va guérir la blessure, c'est vous-même, tout seul. Et ça, c'est important de le comprendre avant de placer un praticien ou un thérapeute sur un piédestal et lui donner tout le pouvoir. Le seul pouvoir que vous avez, il est en vous. Et il faut le reprendre. Un des éléments importants que j'ai souvent observé, moi, c'est que quelqu'un qui vit la blessure de rejet, quand il y a une conversation, il va systématiquement se faire couper par l'autre interlocuteur. Comme si même quand il ose exprimer enfin quelque chose qui le concerne, on ne l'écoute pas, on lui coupe la parole. On ne lui donne pas cette place. Et donc ça ne va faire que, évidemment, confirmer je suis insignifiant. On n'écoute même pas ce que je dis. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer très souvent avec cette blessure de rejet. Il y a une différence notoire aussi que Lise Bourbeau fait entre être compris et être aimé. Beaucoup de personnes vont cesser d'entretenir une relation avec un de leurs parents parce que le parent ne le comprend pas. Or, aimer et comprendre, c'est deux choses fondamentalement différentes. Aimer, c'est accepter l'autre, même si on ne le comprend pas. Et on peut vivre avec des personnes dont on ne comprend pas forcément les choix, les motivations, et accueillir cette différence et la mettre sur son cœur. Mais si on attend d'être compris par tout un chacun, et que plein de gens ne comprennent pas nos choix et nos décisions, on va constamment réactiver cette blessure de rejet parce qu'on se sent incompris et donc on en déduit qu'on n'est pas aimé. Alors, dernier petit point que je trouve quand même intéressant parce que dans la symbolique des maladies, on peut trouver des pistes de compréhension. J'ai parlé tout à l'heure de la diarrhée, c'est rejeter sa nourriture, tout ce qu'il y a de bon dans l'alimentation, parce que ça pourrait bien être bon pour soi, et donc du coup, tout ce qui est nutritif, tout ce qui est élémentaire à notre survie, on le rejette, puisque dans notre inconscient, on est totalement persuadé qu'on n'a pas le droit de vivre. L'arythmie, c'est une irrégularité du rythme cardiaque. Excusez-moi. Ça va trop vite. C'est comme si le cœur voulait sortir de la poitrine. C'est comme fuir une situation qui est devenue insupportable. Vivre dans ce corps, vivre sur cette terre, être incarné, c'est insupportable puisqu'on ne veut pas de moi. Mais il faut d'abord accepter que vous avez le droit d'être là pleinement de votre simple incarnation biologique. Vous êtes né d'un processus d'une relation sexuelle entre deux êtres humains. Cela suffit pour ancrer fermement cette conscience que vous avez le droit d'être là. Point barre. Tout ce qui découle de ça et tout ce qui découle de notre interprétation, ce sont des blessures qui sont réactivées. Mais le simple fait que vous êtes là, ici sur Terre, en chair et en os et en vie, vous avez le droit d'être là. C'est pas négociable. Alors, on a aussi les problèmes respiratoires. Surtout quand on panique, il y a une peur qui est là. Donc, respirer, c'est laisser rentrer l'air dans les poumons, c'est laisser rentrer la vie en soi. Les alvéoles pulmonaires, c'est le premier
mouvement que fait l'enfant quand il sort du ventre de la maman après la naissance, il aspire son premier goulot d'air. Ça ouvre toutes les alvéoles pulmonaires. Il semblerait que ça fasse un mal de chien. C'est une douleur très très violente, mais ça ouvre les alvéoles et c'est l'air, la vie, qui rentre en vous. Donc avoir des difficultés respiratoires chroniques, ça pourrait être identifier une blessure de rejet. Vous laisserez évidemment tous ces éléments résonner à l'intérieur de vous et laisser descendre ça, si ça vous parle ou pas. Le vomissement, c'est comme le principe de la diarrhée, on laisse sortir par un autre orifice, excusez-moi l'expression, mais tout ce qui serait bon pour nous. Évidemment, on parle d'ici, c'est pas quand vous êtes malade, une fois de temps en temps parce que vous avez mal digéré, il y a certainement une émotion que vous n'avez pas digérée. On parle ici évidemment de maladies ou de symptômes qui sont plus chroniques et récurrents. Si ça arrive une fois de temps en temps parce que vous vous êtes pris une cuite, vous avez trop mangé ou qu'il y a une émotion qui a été bousculante et du coup vous n'avez pas digéré votre repas, c'est anecdotique. Mais on parle bien entendu ici d'événements et de maladies ou de symptômes qui reviennent de manière régulière. Quand on est étourdi, distrait, pas connecté, qu'on a la tête qui tourne, c'est aussi une façon inconsciente de fuir une situation. On n'est pas présent dans son corps, on est absent à soi-même. Évidemment, le cas le plus extrême, c'est le coma. Là, on est vraiment très absent. L'agoraphobie, fuir certaines personnes, certaines situations où il y a beaucoup de monde, parce que ça peut être oppressant, où on sent qu'il y a du monde, c'est vivant, ça pulse, ça crie, ça chante, ça bouge. Ça peut être insupportable. Parce que le vivant des autres nous fait connecter notre propre absence de vivant intérieur. Le sucre est un des moyens de fuir. Pourquoi ? Parce que le sucre, ça vient combler un manque émotionnel. Et donc tout ce qui est maladie liée au sucre, comme l'hypoglycémie ou le diabète, peut être en lien. Je dis bien toujours peut-être. Ne prenez pas ça pour une vérité absolue. On peut être dépressif, avoir des accès de mélancolie, prendre des antidépresseurs, parce qu'on n'est pas connecté à soi-même, on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas à la hauteur, et donc du coup on va prendre évidemment toute une série de substances pour fuir cet état et faire semblant que tout va bien. Alors, je pense que j'ai fait le tour au niveau des maladies. Je prends le bouquin de Lise Bourbeau, vraiment la base de la base, tout est dedans, mais c'est important ici de faire parfois un petit rappel. Et dans cette utilité de comprendre que tout part de nous et rien ne vient de l'extérieur, si ce n'est le déclencheur, on va toujours reprocher à l'autre tout ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes et tout ce que nous fouillons de nous-mêmes. Donc dès qu'on est dans le reproche, dès qu'on est dans la colère, dès qu'on est dans le jugement, dès qu'on est dans le pointement du doigt de quelque chose d'extérieur qui vient nous emmerder royalement, la première chose à faire quand l'émotion est un peu retombée, parce que sur le moment même, c'est pas toujours simple, mais c'est de revenir à soi et de dire « Ok, qu'est-ce que ça vient me dire à moi ? Derrière cette colère, derrière ce sentiment, qu'est-ce que ça révèle ?» Et là, c'est de la bombe, c'est de l'or en barre. Donc ici, vous avez quelques éléments pour identifier une blessure de rejet. Le masque de fuyant n'est pas forcément mis en permanence, il peut être mis dans certaines situations là où un élément extérieur vient raviver cette blessure, et parfois si elle est très profondément installée, alors là le masque est installé en permanence et c'est plus difficile alors de l'identifier. J'espère que ça vous aura aidé à peut-être relever un détail ou l'autre qui vous parle. Bien entendu, ne rentrez pas dans l'autoflagellation, le jugement et ce regard négatif sur vous-même. Nous sommes tous, sans exception sur cette terre, en chemin. Ces 5 blessures sont présentes chez tout être humain actuellement incarné à des niveaux divers. Et ce que nous avons à faire, c'est simplement de les regarder, les accueillir et de cheminer ensemble pour les diminuer le plus possible.
Donc bon travail à tous, bonne introspection et belle mise en lumière de toutes ces blessures qui, au fil du temps, peuvent devenir vraiment de grandes alliées de compréhension de vous-même.